on lui souhaite joyeux anniversaire parce qu'il il vient d'avoir 30 ans. Ah, magnifique. Ouais, voilà, ce sont des jeunes professeurs et voilà, la relève est assurée. Et comme on a l'habitude de dire aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Merci beaucoup. Merci en tout cas, joyeux anniversaire, longue vie. Merci beaucoup. Voilà. Corona oblige. Le geste noble pour vous protéger et protéger vos camarades. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, professeur Monsieur Gueye. Fallou, il va nous parler d'électrotechnique. Je pense que la dernière fois, il était là avec une première présentation et aujourd'hui, il nous revient avec plaisir. Nous aussi, c'est un plaisir de vous recevoir, de partager avec vous. C'est bon, allez-y. Voilà. Le feu vert est donné. Nous allons continuer le cours que nous avons débuté la fois passée sur le transformateur. Tout juste faire un petit rappel. La fois passée, nous avons eu à voir certaines généralités sur le transformateur. Je vais voir un peu, est-ce que vous vous souvenez un peu de ce qui a été résumé la fois passée. Nous avons parlé de la constitution du transformateur monophasé. Quels sont les éléments qui constituent le transformateur CGLR? Oui, Souleymane. Oui, le transformateur est constitué, nous avons dit qu'il est constitué de deux enroulements, un enroulement primaire, un enroulement secondaire et d'un circuit magnétique. Voilà. En plus, nous avons vu aussi le principe de fonctionnement du transformateur où à laquelle le primaire, il fallait l'alimenter par une source qui permettait de créer le flux magnétique à travers le circuit magnétique. En plus, en dehors de ça, nous avons vu la loi de Faraday qui nous permettait d'obtenir les forces électromotrices au secondaire et au primaire. Nous avons parlé aussi de la formule de Bouchereau que notre cher docteur se souvient bien de la formule de 4,44. En dehors de ça, nous avons parlé du rapport de transformation que nous avons étalé jusqu'à aller vers une formule où vous avez M est égal à le nombre d'espires au niveau du secondaire sur le nombre d'espires au niveau du primaire. C'est dans cette continuité que nous allons progresser. Sur le transformateur, nous avons les différentes pertes. Et parmi ces pertes, nous allons voir qu'il ne s'agit que de deux pertes. Vous avez les pertes fer, qu'on rencontre sur le circuit magnétique, et les pertes par effet Joule, qu'on appelle aussi les pertes cuivre, qui sont occasionnées par les résistances des enroulements primaires et secondaires. Ceci nous permet d'aller vers le modèle équivalent du transformateur. Et dans ce modèle équivalent, vous avez la résistance de l'enroulement primaire, l'inductance de l'enroulement primaire. Vous avez aussi le modèle équivalent du circuit magnétique où vous retrouvez la résistance RF, l'inductance RF. Au niveau du secondaire, vous avez l'inductance L2 et la résistance R2. Effectivement, les forces électromotrices E1 et E2. Maintenant, il faudra comprendre que nous avons modélisé le transformateur réel. Mais par contre, il y a le transformateur parfait qui existe aussi. Lorsqu'on dit que le transformateur est parfait, ça veut dire que nous avons négligé les différentes pertes qu'on vient de citer. Mais nous allons mettre plus l'accent sur le transformateur réel où nous avons les deux pertes. Comment on détermine ces deux pertes? Nous allons passer de deux essais. L'essai à vide qui nous permet de déterminer les pertes fer et l'essai en court-circuit qui nous permet de déterminer les pertes cuivre. Tout d'abord, l'essai à vide. Donc, quand vous regardez sur le schéma de montage, il est nécessaire de le maîtriser. Sur ce schéma de montage, vous avez des appareils de mesure. Là, vous avez le transformateur. Là, vous avez un voltmètre. Là, vous avez un wattmètre et un ampèremètre. Le voltmètre qui permet de mesurer quoi? Oui ou mi? Oui, le voltmètre permet de mesurer la tension au primaire. Une tension qui sera variable, mais qu'on va régler selon les paramètres du transformateur. Il ne faudrait pas oublier que sur la plaque du transformateur, vous avez des renseignements. Donc, nous allons le régler à U1 nominal. Le wattmètre qui est là, qui nous permet de mesurer la puissance absorbée au niveau du primaire du transformateur. Sur le wattmètre, vous allez retrouver 4 bornes. 2 bornes pour le circuit voltmètre, vous avez là. Ensuite, 2 autres bornes que vous retrouvez sur le circuit ampère-ampèremètre. Donc, il faudra comprendre que le wattmètre, en réalité, vous avez 4 bornes à l'intérieur. Ensuite, vous avez en plus l'ampèremètre qui permet de mesurer le courant au niveau du primaire. Au secondaire, un autre élément important, nous parlons de l'étude à vide. Parce que tout simplement, nous n'avons pas branché
une charge au niveau du secondaire de ce transformateur. Donc, ce que nous allons mesurer plus précisément, c'est la tension à vide au niveau du secondaire que nous allons noter U de 0. C'est pourquoi vous avez un voltmètre qui permet de mesurer cette tension. Les éléments essentiels qu'il faudra retenir, nous l'avons dit tout à l'heure, cet essai permet de déterminer les pertes. Nous avons cité deux pertes. Les pertes par effet Joule et les pertes fer. Donc, quand vous regardez, au niveau de la formule, ici, nous avons la puissance mesurée par cette wattmètre qui est notée P1V, à savoir puissance absorbée au niveau du primaire lors de l'essai à vide. Les indices V, c'est juste pour matérialiser l'essai à vide. Ça, je pouvais avoir à la place de V 0, qui est égal à la somme des deux pertes fer. Donc là, vous avez les pertes par effet Joule au niveau du primaire, plus les pertes par effet Joule au niveau du secondaire. Vous allez me poser la question, où se trouvent les pertes par effet Joule au niveau du secondaire? Au niveau du secondaire, nous n'avons pas monté de charge. Ça veut dire que le courant qui circule au niveau du secondaire, elle est égale à 0. C'est pourquoi nous disons que I de 0 est égal à 0. S'il n'y a pas de courant, il n'y aura pas de perte par effet Joule au niveau du secondaire. Ça va nous rester uniquement des pertes par effet Joule au niveau du primaire. Maintenant, ces pertes par effet Joule au niveau du primaire, vous vous souvenez bien des pertes par effet Joule provoquées par le courant et la résistance. C'est pourquoi vous avez R1 fois I1V au carré. Il faudra les évaluer, mais la plupart des cas, le courant I1V est faible, comparé par rapport aux paramètres que nous avons pour I1 nominal. C'est pourquoi on vous dit que, pour la suite, vous avez ce courant qui est faible. Donc ça veut dire que si j'ai P1V est égal à PJV plus PF, si P1V est faible, ça veut dire que forcément, la puissance absorbée que nous avons mesurée par ce wattmètre correspond aux pertes fer. Voilà ce qu'il faudra retenir, chers élèves. Donc cette puissance qui est mesurée au niveau de notre wattmètre correspond aux pertes fer. Les pertes par effet Joule, lors de cet essai, elles sont négligeables. On va aller en profondeur, juste pour voir un peu. Parmi ces puissances, vous avez la puissance active. C'est une puissance monophasée, chers élèves. La formule de la puissance monophasée, oui, Suleiman, oui, UI, cosinus phi. Voilà, c'est ce que vous avez ici. La tension au niveau du primaire, fois le courant, fois le facteur puissance à vide qu'on appelle cos phi en vide. Mais il faudra comprendre qu'aussi, cette même puissance est proportionnelle au carré de la tension au primaire sur la résistance du circuit magnétique qui est noté RF. Donc ça veut dire que tout simplement aussi, si nous avons mesuré cette puissance, chers élèves, nous pouvons déterminer RF. Donc là, je vais vous essayer de voir comment vous allez sortir la formule. Ensuite, la puissance réactive, effectivement, Q10 qui est égal à U1 nominal, du moins I10, sinus I10. Là aussi, il faudra comprendre que c'est proportionnel au niveau du carré de la tension au primaire sur la réactance du circuit magnétique, un autre élément, XF. Ensuite, la relation qui lie la puissance réactive à la puissance active, c'est quoi? Q10 est égal à P10 fois tangente phi10. C'est important, chers élèves. Un autre élément qu'on va vous demander aussi de déterminer, c'est d'évaluer le rapport de transformation lors de cet essai, qui est égal à la tension mesurée à vide au niveau du secondaire sur la tension au niveau du primaire, si vous vous souvenez un peu. Ensuite, la puissance apparente à vide que vous avez, qui est égale à S10, est égal à U1 nominal sur I1 nominal. Donc, si on récapitule lors de cet essai, ce qu'il faudra retenir, c'est que l'essai à vide permet de déterminer les pertes fer. Mais il faudra comprendre que nous avons deux pertes, mais les pertes par effet Joule sont négligeables lors de cet essai. Mais on peut les évaluer. Et ces pertes par effet Joule, ça n'existe qu'au niveau du primaire, on l'appelle PJ1V et c'est égal à R1 fois I1V au carré. Pourquoi on les néglige? C'est parce que ce courant I1V est négligeable. C'est pourquoi on néglige ces pertes. Nous allons passer maintenant de l'essai en court-circuit. Vous devez vous souvenir, j'ai parlé de deux pertes. Perte fer, perte par effet Joule. Nous avons déterminé les pertes fer. Comment il faudra déterminer les pertes par effet Joule qu'on appelle les pertes cuves? Là, nous allons passer à l'essai en court-circuit. Court-circuit, là, vous voyez, à la place de notre premier schéma de montage qu'on a vu sur l'essai à vide, au secondaire, on avait un voltmètre. Par contre, ici, lors de l'essai en court-circuit, vous avez un ampère-mètre. Un autre élément important, nous avons changé la disposition du wattmètre. Les deux bornes qui étaient là, à l'entrée, je l'ai mis derrière.
Et l'ampèremètre, vous l'avez aussi devant. C'est juste pour vous dire que, quelle que soit la position des appareils, le schéma peut être changé. Mais l'essentiel, c'est de respecter le circuit voltmètre et le circuit ampèremètre qui se trouve sur votre voltmètre. Voilà. Nous allons poursuivre. Donc, dans cet essai, vous devez vous souvenir que nous déterminons les pertes par effet Joule. Là aussi, effectivement, nous aurons deux pertes. Les pertes par effet Joule, c'est pourquoi on dit que cette puissance que vous mesurez, c'est au primaire, donc P1. Ensuite, on y ajoute CC pour dire que c'est un court-circuit. C'est égal aux pertes par effet Joule en court-circuit plus les pertes fer en court-circuit. Maintenant, en réalité, les pertes fer en court-circuit, elles sont négligeables cette fois-ci. Là-bas, lors de l'essai à vide, c'était les pertes par effet Joule qui étaient négligeables. Par contre, ici, c'est les pertes fer qui sont négligeables. Donc, ce qui fait que les pertes par effet Joule, lorsqu'elles sont négligeables, ça va nous rester finalement que P1cc égale à PJcc. Ça veut dire que la puissance mesurée lors de cet essai correspond aux pertes par effet Joule qu'on appelle les pertes cuves. Pourquoi maintenant les pertes fer sont négligeables lors de cet essai? Nous avons vu tout à l'heure que les pertes fer sont proportionnelles au carré de la tension. Ici, elles sont proportionnelles au carré de la tension au niveau du primaire. Parce que dans cet essai, on contrôle le courant I2cc. Il ne doit pas dépasser I2 nominal. Comment on détermine I2 nominal? Vous allez vous souvenir des paramètres que vous avez relevés sur votre transformateur. Donc, laissez en court-circuit un élément important. Chers élèves, faites attention, en TP, vous risquez de détruire le transformateur. Comment? Il ne faut pas dépasser I2cc. Donc, je ne dois pas dépasser I2cc égale à I2 nominal. Ça veut dire qu'on ne doit pas atteindre une valeur supérieure à I2 nominal. Ça, c'est des précautions qu'il faut prendre. Donc, ça veut dire que je peux faire l'essai sans ne pas atteindre I2 nominal pour plus de précautions. Ensuite, d'autres éléments. Cette puissance que nous avons mesurée au niveau du primaire correspond aux pertes par effet Joule, mais il y a d'autres paramètres qui sont évalués. Donc, quand vous regardez bien, vous avez la puissance qui est absorbée au niveau du primaire, correspond aux pertes par effet Joule, mais en plus, c'est une puissance monophasée. Ça va donner la tension mesurée au niveau du primaire, U1cc, fois le courant I1cc, fois cos phi 1cc. U1cc est différent de U1 nominal, parce que je dois contrôler le courant I2cc. Donc, souvent, la plupart des cas, vous n'allez même pas atteindre 10% de U1 nominal. Ça veut dire que quand vous êtes lors de l'essai en court-circuit et que vous appliquez U1 nominal au niveau de votre primaire, vous allez détruire le transformateur. Vous le faites à l'examen, vous avez un 3, c'est là. Donc, attention. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, P1cc, c'est égal à... Si nous travaillons avec les paramètres ramenés au primaire, vous avez RP fois I1cc au carré. Si nous travaillons avec les paramètres ramenés au secondaire, vous avez RS fois I2cc au carré. Ce qui reste maintenant, il faudra évaluer aussi l'impédance ramenée au niveau du secondaire. Vous l'avez ici. ZS est égal à U2cc sur I2cc. Si je remplace maintenant U2cc par M fois U1cc, je vais obtenir M U1cc sur I2cc. Pourquoi M fois U1cc? Vous le voyez ici. Lors de l'essai en court-circuit, la puissance apparente, que ce soit au primaire et au secondaire, elles sont égales. Donc vous avez U1cc, I1cc est égal à U2cc fois I2cc, ce qui veut dire que le rapport de transformation, lors de l'essai en court-circuit, je peux utiliser le rapport des courants. Voilà, pour aller plus vite encore, nous allons terminer avec l'étude en charge. Nous avons vu deux essais. L'essai à vide, qui permet de calculer les pertes fer, l'essai en court-circuit qui permet d'évaluer les pertes par effet Joule. Maintenant, lors de l'essai en charge, effectivement, son nom l'indique, essai en charge, ça veut dire que nous avons une charge qu'il faut alimenter. Et quand vous vous souvenez un peu, nous avons donné l'exemple de la lampe qu'il fallait alimenter en 12 volts. Donc, l'objectif à la fin, c'est juste pour alimenter une charge. Maintenant, si j'alimente une charge, la tension va varier. J'aurai une chute de tension. C'est pourquoi, lors de l'essai en charge, vous avez la chute de tension absolue qui est déterminée, qu'on appelle delta U2, qui est la différence entre la tension à vide U2,0 au niveau du secondaire, moins la tension U2 que j'ai au niveau de la charge. Donc ça veut dire que cette tension-là, elle se détermine lors de l'essai à vide, mais elle se détermine aussi avec les paramètres ramenés au secondaire, à savoir ZS fois I2. Donc, en plus de ça, ça c'est la formule exacte de cette chute de tension. Vous pouvez obtenir ce qu'on appelle la formule approchée, que vous connaissez plus et qui est exploitée au niveau des ouvrages
que vous utilisez aussi dans la plupart des exercices, qui est quoi? Delta U2 égale RS I2 cos I2 plus XS I2 sinus I2. Vous avez aussi la suite de tension relative, qui est le rapport entre la suite de tension absolue sur U2. Vous pouvez développer la formule. Un autre élément important, c'est le bilan des puissances et le rendement du transformateur. Donc, sur le bilan des puissances, vous avez puissance P1 au niveau du primaire. Ensuite, il faudra y enlever les deux pertes que nous avons citées tout à l'heure. Les pertes par effet joule et les pertes fer, pour obtenir au niveau de notre secondaire la puissance P2. Cela permet d'évaluer le rendement. Pour terminer. Donc, si j'évalue le rendement par la méthode directe, ça veut dire que j'ai la puissance P2 au niveau du secondaire sur la puissance P1 au niveau du primaire. Ça veut dire que tout simplement que le rendement n'a pas d'unité et varie entre 0 à 100%. C'est important, à savoir 0 à 1. Ensuite, vous pouvez déterminer le rendement par la méthode indirecte. Ça veut dire que la méthode à laquelle vous avez déterminé déjà les deux pertes, l'une des pertes lors de l'essai à vide et l'une des pertes lors de l'essai en court-circuit. En ce moment, vous aurez quoi? Le rendement est égal à quoi? La puissance que vous avez au niveau de votre secondaire sur la puissance que vous avez aussi au niveau de votre secondaire plus la somme des pertes. Donc je prends la puissance que j'ai au niveau du secondaire et j'y ajoute les deux pertes. C'est ça qui va me donner la puissance P1 au niveau du primaire. Mais à ne pas oublier, c'est que P2 est égal à U2 fois I2 fois cos phi 2. Et à la fin, vous avez le rendement maximal. Quand est-ce que le rendement est maximal? C'est lorsque vous avez les deux pertes qui sont égales. Et si les deux pertes sont égales, chers élèves, vous devez évaluer la nouvelle valeur du courant au niveau du secondaire et vous allez obtenir I2 est égal à racine carrée de P10 sur RS. Et vous allez réévaluer la formule du rendement maximal qui est égal à P2 sur P2 plus 2P10. Lorsque le rendement est maximal, c'est PC égale PF. Nous n'avons pas dit PF égale PC. Il faut faire attention. Je peux dire A est égal à B. Peut-être ça paraît absurde pour les profs de mathématiques. Et B n'est pas égal à A. Si je parle en langage de programmation, je peux dire que une variable est égale à une constante, mais je ne peux pas dire qu'une constante est égale à une variable. Ça veut dire que vous devez remplacer P1 0. À la fin, vous allez retrouver un exercice d'application qui va résumer tout ce qu'on a dit ici sur la page Facebook de la salle des profs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Merci. Je pense que les explications sont bien claires. Juste une question. Comment se déroulent les épreuves en électrotechnique? C'est seulement de la théorie ou bien il faut et de la théorie et de la pratique? Voilà. En fait, il y a une partie théorique et une partie pratique. Les élèves sont évalués en théorie et en pratique. Par exemple, en électrotechnique, il y a une pratique qui est liée à ces cours-là, qu'on appelle machine électrique. Tous ces montages qu'on a dessinés, l'élève va le faire en pratique. Voilà, en réalité. Et on va lui demander de dessiner ces montages-là. En tout cas, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Je pense que c'est très très clair, docteur Massamba. On a eu une part belle pour les classes de CM2, une part belle en espagnol et pour finir en beauté, un peu d'électrotechnique et ça fait plaisir. Mais oui, ce sont les deux ministères que nous avons. Merci Serigne Fallou, merci Gueye. Donc, ce sont les deux ministères que nous avons. C'est-à-dire que le ministère en charge de la formation professionnelle et technique, et nous avons aussi le ministère de l'Éducation nationale. Ce pays marche sur deux pieds assez équilibrés, où nous avons la possibilité de les faire côtoyer. Parce que quand vous allez à Limamoulaye, nous avons dans cette salle des profs-là des professeurs d'espagnol qui croisent dans la cour, d'autres professeurs voilà, qui sont spécialistes des matières techniques, comme nous avions un professeur d'économie qui est aussi dans qui est dans ce qu'on appelle le commerce. Donc nous avons cette chance-là de pouvoir mobiliser tous ces enseignants. Moi, je redis merci à tout le monde. Je dis aux collègues qui ont appelé et dont nous avons le numéro, que notre organisateur pédagogique, le censeur de la salle des profs, M. Abdelkader Mbaye, est en train de faire la planification de l'ensemble des cours en collaboration avec la direction de la formation et de la communication, avec l'aide de M. Mohamed Diagne, mais aussi sous la supervision de l'IGF, de Mme Lena Sen, mais sous l'autorité aussi du ministre. Nous ne faisons rien en dehors des programmes officiels, rien en dehors des conventions. Nous sommes aussi